bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, je crois qu'on peut le dire, de la pensée du XXe siècle, Vocation de l'islam de Malek Benabi. Absolument. C'est un livre dense, exigeant aussi, il ne caresse pas vraiment dans le sens du poèle. Benabi y dissèque, on peut dire sans anesthésie, le monde musulman de son époque. Mhm. Ses blocages internes, son rapport complexe à l'Occident, un Occident lui aussi en pleine mutation à ce moment-là. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, extraire un peu la substantifique moelle de cette analyse, identifier les concepts clés. Ils sont parfois un peu déroutants, mais toujours incroyablement stimulants pour la réflexion, je trouve. Oui, c'est ça. Benabi, c'est une pensée souvent à contre-courant, parfois même provocatrice. Il forge des concepts forts comme l'homme post-almohadien ou la colonisabilité. On va y revenir. Oui, pour pointer des failles internes, profondes selon lui, et qui seraient bien antérieures à la colonisation elle-même. C'est ça qui est fort. D'accord. Et il jette un regard sans complaisance sur les tentatives de réforme ou de modernisation de son temps. Et point crucial, il n'épargne pas non plus la civilisation occidentale. Il l'aperçoit aussi en crise. Ah oui, Et c'est cette double critique, en fait, qui rend sa perspective si riche et potentiellement éclairante pour comprendre certaines dynamiques qui, peut-être, persistent encore. c'est ça qui est fascinant. Il propose pas de réponse facile, ni de bouc émissaire unique. On va donc décortiquer ensemble ces arguments en s'appuyant sur les sources fournies par notre auditeur ou auditrice. Mhm. Préparez-vous, on entre dans le vif du sujet. C'est une analyse d'une pensée complexe, parfois même un peu déstabilisante. C'est parti. Commençons par le cœur du diagnostic de Benabi. Cette notion centrale, l'homme post-almohadien. Alors, ce n'est pas juste une référence historique à l'après-dynastie almohade, vers le XIVe siècle, c'est beaucoup plus profond, n'est-ce pas? C'est presque un archétype psychologique qu'il décrit. Exactement. Pour Benabi, l'époque almohade représente un certain apogée, mais surtout un moment de synthèse dynamique, une synthèse entre les trois éléments qu'il juge fondateurs de toute civilisation. L'homme, le sol, c'est-à-dire l'environnement, les ressources, et puis le temps, la dynamique historique, le projet. D'accord, homme, sol, temps. Voilà. Et l'homme post-almohadien, c'est celui qui naît de la rupture de cette synthèse. Il symbolise une sorte d'inertie historique, une incapacité croissante à créer, à innover, à s'adapter de manière féconde au réel. C'est un homme qui a tendance à subir plutôt qu'à agir, qui se réfugie dans le passé ou alors dans l'imitation stérile. Et il fait remonter l'origine de cette rupture très très loin, bien avant les Almohades, à la bataille de Siffin au 7e siècle. Ça peut surprendre. Pourquoi cet événement est si crucial pour lui? Oui, c'est un point clé de son analyse historique. Parce que, dans son interprétation, Siffin marque la première grande fracture interne du monde musulman naissant. C'est le moment où le politique, le pouvoir temporel, commence à prendre le pas sur l'élan spirituel et moral originel. Ah, d'accord. Pour Benabi, cet événement brise l'équilibre initial. Il transforme progressivement le citoyen actif et responsable de la cité musulmane primitive en sujet passif, un sujet soumis à l'autorité politique et déconnecté de l'impulsion créatrice collective. Donc une perte d'initiative en quelque sorte? C'est ça, cette mentalité de sujet, cette démission de l'initiative historique, c'est ce qui va s'installer et caractériser, selon lui, l'homme post-almohadien. Et il insiste là-dessus. Cette figure psychologique, elle n'est pas morte. Elle persiste sous diverses formes, et elle entrave toute tentative de renaissance authentique. Il la voit aussi bien chez, disons, le paysan résigné, que chez l'intellectuel modernisé mais déraciné. Cette passivité, cette faille interne, ça nous amène directement à l'autre concept choc de Benabi, la colonisabilité. Alors là, l'idée que la colonisation n'est pas seulement une agression extérieure, mais qu'elle trouve un terrain favorable dans des sociétés devenues incapables de résistance interne, d'efforts créateurs. C'est une idée qui a dû faire grincer des dents à l'époque. Ah oui, certainement. Et qui continue de bousculer aujourd'hui, c'est sans doute un de ses concepts les plus controversés, et souvent les plus mal compris. Il faut bien saisir sa pensée dialectique ici. C'est-à-dire? Benabi ne nie absolument pas la violence et l'injustice du colonialisme, évidemment, mais il refuse d'en faire l'unique cause du malheur. Il dit « Regardons aussi pourquoi cette colonisation a été possible, pourquoi elle s'est implantée si profondément à certains endroits et pas à d'autres. » Pour lui, une société colonisable est une société qui a perdu son élan vital interne, son coefficient social, comme il dit, d'effort et de créativité. D'accord. Il donne des exemples concrets pour illustrer ça. Oui,
Il distingue la simple conquête militaire, il prend l'exemple de Rome conquérant la Grèce antique, qui était culturellement très vivante, de la colonisation, qui, elle, s'installe durablement là où elle trouve un vide, une société qu'il qualifie d'inerte. Mhm. Il cite l'Inde ou encore le Yémen, qui, bien qu'étant resté politiquement indépendant une grande partie de son histoire, était selon lui dans un état de stagnation profonde, donc colonisable, même sans occupation formelle. Ah oui, c'est intéressant cette nuance. Ou le Maroc avant le protectorat de 1912. L'indépendance politique existait, mais la dynamique sociale interne faisait défaut, ce qui a rendu l'emprise étrangère possible selon son analyse. C'est dur à entendre, c'est vrai, mais pour Benabi, cette confrontation brutale avec le colonialisme, aussi destructrice soit-elle, peut paradoxalement agir comme un électrochoc, une nécessité historique douloureuse, mais qui peut forcer la prise de conscience de cette colonisabilité et potentiellement permettre de la dépasser. C'est une perspective vraiment radicale. Alors, face à ce diagnostic sévère homme post-almohadien, colonisabilité, Benabi examine ensuite les remèdes proposés par les courants de pensée de son époque. Il commence par le mouvement réformateur, la Narda, avec des figures emblématiques comme Djemal Eddin El Afghani et Mohamed Abdou. Quelle est son analyse de ce mouvement ? Alors, il reconnaît bien sûr le rôle pionnier d'El Afghani, son énergie militante anticoloniale, sa dénonciation du matérialisme occidental qu'il appelle le naturisme, tout ça c'est important. Mais Benabi lui reproche une approche trop centrée sur le politique. D'accord. Sur l'agitation contre les pouvoirs en place, sans s'attaquer vraiment à la racine du problème, la transformation de cette mentalité post-almohadienne. Son appel vibrant à la fraternité islamique, par exemple, était mobilisateur, oui certes, mais ça restait au niveau du sentiment, de l'émotionnel. Ce n'était pas, selon Benabi, l'acte fondateur et socialement structurant qu'avait été la fraternisation des débuts de l'islam à Médine, où Ansars et Mouhadjirine avaient créé de nouveaux liens sociaux, très concrets. Donc une action nécessaire peut-être, mais insuffisante car elle ne changeait pas l'individu en profondeur. C'est ça l'idée. C'est un peu ça, oui. Et pour Cheikh Abdou, qu'on considère souvent comme plus intellectuel, plus systématique, Oui. Abdou a effectivement tenté une réforme plus profonde. Il s'est concentré sur l'individu à travers la théologie, notamment avec son célèbre ouvrage Risalat et Tawhid, l'épître de l'unicité. Benabi salue l'énorme impulsion intellectuelle qu'il a donnée. C'était crucial, ça a rompu avec des siècles de stagnation, de répétition. Mais un mais, il y a un mais j'imagine. Oui, il y a un mais. Il critique le fait que cette réforme se soit focalisée sur la théologie. Pour Benabi, le problème de l'homme post-almohadien n'était pas fondamentalement un manque de foi. Il était souvent très pieux, cet homme. Le problème, c'était l'inefficacité sociale de cette foi. Ah, d'accord. Elle était devenue une affaire privée, individualiste, centripète comme il dit, repliée sur elle-même et sans impact transformateur sur la société. C'est intéressant ça. Ce n'est pas la foi qui manque, mais sa capacité à générer de l'action collective, du changement social concret. Exactement. Et selon Benabi, cette focalisation sur la théologie a même eu des effets pervers. Elle a conduit à une nouvelle forme de scolastique, à des débats d'experts un peu coupés des réalités sociales, à une apologétique défensive face aux critiques occidentales, plutôt qu'à insuffler une dynamique spirituelle capable de mobiliser les masses pour construire une nouvelle civilisation. Il pointe aussi du doigt certaines pesanteurs culturelles que ce réformisme n'a pas réussi à surmonter, le culte des mots, le littéralisme stérile, les joutes verbales sans fin. Il parle de mujadala. Mujadala, on voit bien l'idée. Ces discussions interminables qui n'accouchent de rien de concret. Un peu comme certaines réunions où l'on brasse de l'air. C'est un peu ça, oui. Et puis, ce regard perpétuellement tourné vers un passé idéalisé, une sorte d'hystérésis culturelle qui empêche de penser le présent et l'avenir. Donc, le réformisme, malgré ses mérites, rate la cible essentielle selon Benabi. Qu'en est-il alors de l'autre camp, les modernistes ? Ceux qui regardaient vers l'Occident comme source d'inspiration. Là, le jugement semble encore plus sévère, non ? Oui, là, il est particulièrement critique envers eux. Il les perçoit comme des imitateurs superficiels, c'est le mot qu'il emploie souvent. Ils adoptent les produits, les objets de la civilisation occidentale, ils en expriment les besoins, avoir une voiture, un diplôme occidental, etc. Le côté matériel, en somme. Voilà. Mais sans en comprendre ni en intégrer l'esprit,
les notions, c'est-à-dire les idées, la rationalité scientifique, l'éthique du travail, et les moyens, l'organisation sociale, la technique maîtrisée, qui ont permis à l'Occident de produire ces objets. C'est une imitation de façade, une consommation passive, pour lui. Il parle aussi de l'école indigène. Qu'est-ce qu'il entend par là? Oui, il critique durement le système éducatif colonial et post-colonial qui en hérite souvent. Un système conçu, selon lui, non pas pour former des esprits libres et créateurs, mais des auxiliaires. Des auxiliaires. Oui, des auxiliaires de l'économie et de l'administration coloniale. Des individus formés pour appliquer des recettes venues d'ailleurs, pas pour penser par eux-mêmes et construire un projet adapté à leur propre réalité. Du coup, l'élite moderniste qui sort souvent de cette école et issue de la bourgeoisie qu'il appelle comprador, chercherait alors des titres, un statut, un vernis de modernité. Une sorte de mimétisme social? Exactement, sans réelle compréhension des défis ni capacité à formuler une vision authentique de renaissance. Pour Benabi, chez beaucoup d'entre eux, c'est, je cite, la notion même de renaissance qui fait défaut. Il pense rattrapage ou mise à niveau, pas création originale. On a donc un tableau assez sombre, un monde musulman pris en étau entre un réformisme qui regarde trop vers le passé et peine à transformer le présent, et un modernisme qui imite l'extérieur sans le comprendre ni le maîtriser. Benabi parle d'un chaos interne fait de tous ces éléments hétéroclites et mal digérés, mais son analyse ne s'arrête pas là, c'est ce que vous disiez au début. Il tourne aussi son regard critique vers l'Occident de son temps. Ce n'est pas un modèle idéalisé pour lui, loin de là. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre sa démarche. Il ne s'agit pas de remplacer une dépendance par une autre. Pour Benabi, l'Occident du milieu du XXe siècle est lui-même en proie à un profond chaos. Il critique son matérialisme écrasant, qu'il soit bourgeois, le culte de l'argent, de la consommation, ou dialectique, le marxisme. Les deux y passent. Oui. Il dénonce le scientisme triomphant qui réduit l'homme à une simple mécanique ou à des statistiques. C'est ce qu'il nomme le quantitatisme. Le quantitatisme. Oui, cette obsession du chiffre qui évacue la dimension humaine, spirituelle, morale. L'homme devient, selon ses termes, un robot de chair humaine. Cette critique du quantitatisme, elle résonne étrangement aujourd'hui à l'heure du big data et de la mesure permanente de tout. Absolument. Benabi voyait déjà les germes d'une déshumanisation par la technique et la quantification à outrance. Il analyse aussi le colonialisme non seulement comme une agression contre les autres peuples, mais comme un poison qui finit par corrompre l'Occident lui-même. Comment ça? Son interprétation du nazisme est frappante à cet égard. Il le voit comme une forme de colonialisme appliqué à l'Europe. Un retour de la violence et du racisme qui ont été expérimentés et banalisés dans les colonies. Il cite d'ailleurs Aimé Césaire dans ce sens. Ah oui, c'est une lecture forte. Et plus largement, il pointe le relativisme moral, la perte des repères spirituels et ce qu'il considère comme un drame universel qui touche toutes les civilisations à un moment ou à un autre. Le retard de la conscience sur la science. Le retard de la conscience sur la science. C'est-à-dire quand le pouvoir technique de l'homme dépasse sa sagesse, sa capacité à utiliser ce pouvoir pour le bien. Donc, ce chaos occidental signifie clairement pour Benabi que l'imitation pure et simple n'est pas une solution viable. Ce n'est pas un modèle à suivre aveuglement. Donc, si ni le retour au passé glorifié des réformistes, ni l'imitation d'un Occident lui-même chaotique ne sont des voies valables, où Benabi voit-il une issue alors ? Comment sortir de cette double impasse? Quelles sont ces fameuses voies nouvelles qu'il esquisse? Alors, il ne propose pas de recette miracle, faut être clair. Plutôt une orientation, une éthique de l'action. Et paradoxalement, il voit dans un événement tragique comme la défaite arabe en Palestine en 1948 un possible catalyseur. Un catalyseur? Une défaite? Oui, un choc brutal qui pourrait, selon lui, détruire l'illusion de la chose facile, cette tendance à l'optimisme un peu béat, à l'attentisme ou à la recherche de solutions magiques venues de l'extérieur. Il cite d'ailleurs un homme politique syrien de l'époque, Nazem El-Qodsi, qui, au lendemain de la défaite, appelait à abandonner la haute politique stérile pour se concentrer sur les réformes sociales et économiques internes, sur le travail de fond. Et ça, c'est exactement la ligne de Benabi. Exactement, c'est sa ligne directrice. Et concrètement, cette ligne directrice, elle se traduit comment? Quels sont les principes d'action qu'il met en avant? Il en dégage plusieurs, qui sont autant d'exigences en fait. Premièrement, mettre l'accent sur les devoirs avant de revendiquer les droits. Ah oui, ça c'est assez radical comme approche. Oui.
Pour lui, le droit est la conséquence de l'accomplissement du devoir collectif et individuel. Revendiquer des droits sans assumer ses responsabilités, c'est une impasse. C'est un point qui peut sembler dur, c'est vrai, surtout dans un contexte de lutte pour l'émancipation, mais il y voit une clé psychologique essentielle. Ça demande un changement de mentalité radical. Ne pas attendre que les choses nous soient données, mais commencer par faire ce que l'on doit faire. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Deuxièmement, et c'est lié, travailler avec les moyens dont on dispose réellement, même s'ils sont faibles. Faire la politique de ses moyens, dit-il. Faire la politique de ses moyens. Pour ensuite, par cet effort même, faire les moyens de sa politique, c'est-à-dire créer les ressources futures par l'action présente. Il s'oppose à l'idée d'attendre passivement des ressources, des technologies ou des aides extérieures. L'effort créateur commence avec ce qu'on a, ici et maintenant. D'accord. Troisièmement, et c'est le cœur de sa pensée, transformer l'homme post-almohadien de l'intérieur. C'est le préalable absolu à tout le reste. Surmonter la colonisabilité par un effort sur soi, par l'éducation, par la revitalisation morale et intellectuelle. Et comment on fait ce travail sur soi et sur l'héritage? Parce qu'il ne rejette pas tout l'héritage non plus. Non, pas du tout. C'est le quatrième point. Engager une lecture critique et constructive à la fois de l'héritage islamique et de l'expérience occidentale. Pour l'héritage islamique, il s'agit de retrouver l'esprit originel, dynamique et créateur du Coran, mais en le débarrassant des couches de théologie, de jurisprudence, de philosophie, qui se sont accumulées et sclérosées, selon lui, durant les siècles de décadence. Donc pas rejeter, mais relire de manière vivante. Etc. Mais sans tomber dans l'aliénation ou l'imitation servile. C'est un double travail critique très exigeant. Et tout cela doit aboutir à quoi? Quelle est la finalité? Cinquième mot, et c'est le but, une synthèse nouvelle. Une synthèse authentique et créatrice. Il ne s'agit pas de juxtaposer des éléments épars venus d'ici ou de là, mais de créer quelque chose d'organique, qui réponde aux besoins du présent tout en étant enraciné dans sa propre culture. Il donne un exemple très parlant, celui du prophète Mohammed au tout début de l'islam. Oui. Face au besoin d'appeler à la prière, il n'a pas importé les cloches des chrétiens ou les trompettes des juifs. Il a innové, il a institué l'appel par la voix humaine, le muezzin. C'est ça pour Benabi, l'esprit de la véritable civilisation. Identifier un besoin et inventer ou adapter un moyen propre pour y répondre en mobilisant ses propres ressources culturelles et humaines. En résumé, Malek Benabi nous propose une lecture incroyablement exigeante de l'histoire et des défis de son temps. Pas de solution clé en main, c'est sûr, mais un appel puissant à l'introspection, à l'effort sur soi, à la créativité endogène. L'essentiel des blocages, pour lui, vient de l'intérieur de cet homme post-almohadien, de cette colonisabilité. Et c'est donc de l'intérieur que doit venir la Renaissance. C'est une pensée qui oblige vraiment à dépasser les explications simplistes et à interroger les ressorts profonds de la vitalité ou de la stagnation d'une société. Tout à fait. Et cette analyse, même si elle date du milieu du XXe siècle, elle nous laisse inévitablement avec une question lancinante, une pensée à méditer pour conclure notre échange. Benabi décrivait une situation historique précise, c'est vrai. Mais les concepts qu'il a forgés, la persistance de mentalités héritées qui freinent le changement, les pièges de l'imitation face à l'impératif de créer ses propres solutions, le poids des facteurs internes dans la capacité d'une société à se réinventer. Oui. Dans quelle mesure tout cela résonne-t-il encore aujourd'hui? Est-ce que ce diagnostic, cette grille de lecture, peut encore nous éclairer? Que ce soit pour comprendre certaines impasses qui persistent dans le monde musulman contemporain, ou peut-être même, plus largement, pour analyser les défis de toute société en quête de sens, de développement authentique et de renaissance culturelle dans notre monde globalisé et en crise. Une question ouverte en effet, qui montre bien la portée potentiellement universelle de certaines intuitions de Benabi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration passionnante avec nous. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.